Alors, je ne sais pas si vous avez assisté à l'ensemble de la journée. On a démarré sur l'IA, notamment l'IA générative. On avait un beau panel. Ça allait de Mistral, Lighton. Enfin, il y avait plusieurs startups. Là, on termine ce soir avec un autre domaine où on a laissé fort dans le quantique. Vous, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Commencez par Aldric. Ce thème de souveraineté. Alors, moi, effectivement, je n'ai pas assisté à toute la journée, mais moi, ce que ça m'évoque, et ça fait écho en fait, à ce que j'ai entendu là, juste avant sur ce sujet du quantique, c'est qu'il faut considérer que le combat n'est pas perdu. Oui. On l'a entendu, dans plusieurs acteurs l'ont dit, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Alors après, si moi je regarde ça plutôt avec ma casquette de banquier, Crédit Agricole, donc tiers de confiance, opérateur d'importance vitale, évidemment, je vois ça plutôt comme une façon de gérer les risques de dépendance technologique. Donc évidemment, une façon de les gérer, c'est d'avoir de la diversité. Et une bonne façon d'avoir de la diversité, plus que des alternatives, c'est effectivement d'avoir une multiplicité d'acteurs. Et sur les endroits, on va dire, du système d'information, ou en tout cas de ce qu'on a à faire dans nos activités où il n'y en a pas assez de diversité, ce que je me dis, c'est qu'il y a une vraie opportunité, et c'est particulièrement dans le domaine du cloud, de la data et de l'IA, d'aller chercher des entreprises françaises, européennes, là où peut-être, malheureusement et de manière un peu trop automatique, on va chercher des très grands acteurs, big tech, GAFAM. Ça veut dire qu'il faut se forcer un peu? Eh ben oui, en fait, ce sujet-là de la dépendance technologique, des risques de la souveraineté, moi, ça fait un petit moment que j'en parle au Crédit Agricole. Alors évidemment, l'actualité, on va dire, nous a un peu soutenus, et c'est devenu un peu plus à la mode de parler de ces sujets-là. Mais c'est assez récent, il y a encore 1 an et demi, quand on a construit par exemple notre stratégie d'adoption maîtrisée de l'IA générative, très tôt, alors même que tout le monde était les yeux rivés sur ChatGPT, comment on va expérimenter des cas d'usage, j'ai dit attention, on voit quand même qu'aujourd'hui les grands éditeurs de modèles, les écosystèmes qu'ils nous ont proposés sont des fournisseurs de cloud américains. Pareil pour les éditeurs de modèles, donc il y a eu le Mistral effectivement qui est arrivé assez vite après. Donc j'ai dit, il faut quand même qu'à un moment donné, on pense avant de créer le plat de spaghettis, la façon dont on gère cette diversité, dont on a la capacité à pivoter d'un écosystème à un autre. Donc j'ai entendu à différents moments la réversibilité, le fait d'être portable, d'être agnostique. Enfin, on a plein de façons différentes tous ensemble de l'exprimer, mais en fait c'est ça que ça veut dire. Et puis aussi vis-à-vis par exemple des modèles d'IA générative, les fameux grands modèles de langage, et de se dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir finalement tourner sur la clé et pouvoir en consommer un ou un autre. Ça n'a rien d'évident parce qu'on est dans des écosystèmes qui ne sont pas encore complètement matures sur le plan industriel. Parfois, on a l'impression que ça progresse très très vite, mais en réalité, quand on confronte ça aux standards d'une entreprise, d'une grande banque, on voit qu'il y a quand même encore un certain nombre d'efforts à faire du point de vue industriel. On se dit qu'on sort parfois un peu de sa zone de confort, parce que c'est vrai qu'on on le disait cet après-midi, il y a des années, c'était tiens, je vais choisir Windows, Microsoft, Office. Exactement. Je suis sûr de. Mais il faut, même si ça plante, j'aurais pris le leader, on ne viendra pas me le reprocher. Il faut sortir d'une zone de confort, parce que l'inconfort, on va dire, ponctuel qu'on peut éprouver à aller investiguer des solutions qui sont moins connues, qui ont peut-être moins d'équipes commerciales, moins d'équipes techniques pour instruire les contraintes qui sont celles d'une banque, mais j'imagine dans toute entreprise, il y a ces contraintes-là. Et c'est peut-être ce qu'on regrettera dans 5 ans ou 10 ans, quand justement les choix seront plus possibles. Et donc, quelque part, faites cet effort au prix peut-être d'un inconfort, au prix d'un peu plus de travail. On sait qu'on n'en manque pas de travail. Et c'est peut-être finalement se ménager aussi la liberté d'un choix futur à 5 ans, à 10 ans. Et penser finalement cet horizon, cette temporalité à 5-10 ans dans un monde où tout va de plus en plus vite, où parfois c'est à 3 mois, 4 mois, où on est soumis, nous, en tant... Alors c'est vrai pour les DSI, c'est vrai pour les directeurs data, le directeur data IA que je suis. Il y a une forme de dictature du time to market qui est parfois voulue par nos métiers, par nos dirigeants. Et effectivement, ça nécessite aussi du courage de pouvoir résister à ça et de dire, ouais, attention, mais ce qu'on est en train de faire là, il faut peut-être penser des impacts à plus long terme. Ces impacts à plus long terme, évidemment, c'est sur le domaine de la technologie en général, les dépendances futures que ça peut créer. Ça peut être aussi effectivement vis-à-vis de nos métiers, c'est-à-dire que des moments, si on n'a pas une capacité à être en maîtrise sur certains morceaux comme le cloud, la data IA, peut-être que quelque part, on va se déprofessionnaliser.
Et pour nos équipes, bah, ça sera trop tard. C'est-à-dire le fait de remonter des filières qui ont la capacité à maîtriser ces technologies-là, ça sera plus possible. Voilà, et donc, courage. Voilà, même chose chez Bouygues. En plus avec il y a multiples métiers au Crédit Agricole, mais il y en a aussi de multiples au sein du groupe Bouygues. Exactement. Et donc, quand j'entends souveraineté, moi, je pense d'abord résilience. Oui. Et donc, la résilience dans le groupe Bouygues, finalement, c'est comment on est présent dans des métiers différents. Donc, le métier de la construction, Colas, on en parlait tout à l'heure, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Equance avec l'énergie, TF1 et Bouygues Télécom, et dans 80 pays. Donc, finalement, dans cet environnement-là, il y a toujours un endroit où c'est plus dur qu'ailleurs. Et puis, un endroit où c'est mieux. Donc, il y a cet équilibre qui est fait par finalement une surface à la fois business et géographique importante. Ça, c'est un premier point. Et puis, dans cette activité-là, finalement, on a 3 piliers sur lesquels on est très actif. Un premier pilier qu'on appelle l'exploration, on l'explore. Donc, depuis très longtemps, on a des bureaux de veille de par le monde en Californie. D'ailleurs, Philippe Kérignard, qui est dans la salle, qui était l'un des premiers dans le bureau de veille de San Francisco. La même chose en Asie, à Séoul, à Tokyo, Séoul et Shanghai, à Tel Aviv également. Et donc d'avoir cette vision un peu globale et d'avoir un peu avant que ça arrive sur les marchés, ce qui effectivement va arriver est pour nous un point important. Ensuite, on a un deuxième pilier qu'on appelle Cross and Catalyze. Comment finalement on peut avoir un effet bénéfique, de faire un effet de levier entre les différents piliers, les différents silos de métiers qui sont dans des activités différentes. Et puis le dernier aspect qui est quand même absolument clé, c'est change. Comment on peut passer à l'échelle rapidement, plus rapidement que les autres. On se pose la question si du coup, de se dire si je pars dans la... Alors, ça a été démenti un peu, plus ou moins, bien que sur le cloud, je crois que c'est personne de Deloitte qui nous a dit dans la journée, passer par du souverain, c'est 17, 15 ou 15% de coûts en plus. Est-ce que ça aussi, c'est non, pas forcément. Aldric ? Déjà, se poser la question des coûts, c'est se poser la question du choix. Le travail qu'on a à faire, c'est que je ne suis même pas sûr aujourd'hui que la question de choisir entre je fais du souverain ou je fais les grands cloud providers US soit vraiment sur la table, présente à l'esprit de tous ceux qui font des choix en matière d'informatique. Donc déjà, premier combat. À partir du moment où ça sera une question, je suis en train de comparer des fonctionnalités, des prix, donc quelque part je rentre dans la logique de la consultation, parce que finalement le premier honneur qu'on doit rendre à cet écosystème-là, que ce soit sur le cloud, la data et IA, c'est de les solliciter. Si on leur demande même pas quelle possibilité finalement de savoir à quoi ils se comparent, de pouvoir progresser. Et puis au-delà de ça, on n'a jamais dit par exemple que on devait être sur des logiques de tout ou rien. C'est-à-dire que le deal, ça peut être de dire on prend 60% d'un périmètre avec un cloudeur donné, 40% avec un autre, on gère des grands équilibres. Il y a suffisamment d'entités, suffisamment de métiers, suffisamment de nouveaux sujets qui émergent dans des groupes comme le Crédit Agricole, qui sont en plus unis et décentralisés, pour pouvoir se dire qu'on doit gérer cet équilibre et pouvoir non seulement financer, ça a été dit à un moment donné, effectivement, ces acteurs souverains, mais aussi passer de la commande. Parce que ce qui fait que ça progresse et ce qui fait qu'on commence à penser le combat comme étant possible, c'est aussi d'avoir des clients. Et donc ça, quelque part, et ça a été dit très bien à la table ronde d'avant, il faut aussi qu'on se positionne en tant que client, et pas client, et là je précise, pour des POC ou des choses finalement qui n'ont quasiment aucun espoir de passer en production ou à l'échelle, mais client sur des vrais morceaux de périmètre où il y a des exigences en termes de robustesse technique, en termes de sécurité, enfin vraiment de la prod au sens industriel, quoi. Et sur cet aspect de finalement reconnaître les éléments de business, ce que l'on a fait par exemple avec le Quantique récemment, c'était au printemps, on a réuni les 4 acteurs, enfin 4 des 5 acteurs du Quantique, Kobli, Candela, Pascal, Alice et Bob, dans une même séquence, avec Pascal Sénélard qui a fait une keynote d'ouverture sur le thème, pour véritablement essayer de voir par rapport à ce Quantique, dans les métiers du groupe Bouygues, quels sont les cas d'usage demain sur lequel il faut embarquer dès maintenant. Et donc ça, je pense que c'est un élément important. On l'a fait également dans le spatial, la relation entre Bouygues et le spatial. Quelles sont les directions sur lesquelles il faut cranter, accélérer?
Il y a les compétences aussi. C'est quelqu'un qui a posé une question à un moment en disant voilà, c'est bien, on avait tout un panel, on avait des Jalios, des Bluemind, des Gemspot et tout ça. Et quelqu'un dans la salle disait oui, mais on a un problème de compétences aussi, c'est que souvent, on valorise mieux dans sa ligne de CV une compétence AWS, GCP, Azure. Qu'une compétence, voilà, Jalios ou Gemspot. Est-ce que ça aussi donc ça devient compliqué de trouver des gens aussi qui puissent travailler sur ce type de solution. Est-ce que c'est votre avis? Enfin, est-ce que vous y êtes confronté? Il y a une atrophie, évidemment, à partir du moment où on a créé des équipes. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de mise en avant d'un certain nombre d'acteurs. Évidemment, ce qui a de la valeur, c'est de mettre en avant une certification, que ce soit Google, Amazon, etc. Donc, on voit que c'est une atrophie, donc il faut qu'on gère ça. Et le gérer, à mon avis, il faut le gérer en écosystème. C'est-à-dire que ça ne peut pas se gérer uniquement en disant, moi, en tant qu'entreprise, je vais peut-être ponctuellement prendre une formation pour qu'il y ait des gens qui soient performants sur telle offre de cloud, telle offre data, telle offre IA. Je crois beaucoup à ce qui a été dit, alors je ne sais plus trop à quel moment dans la séquence. C'est de dire ça démarre dès l'écosystème scolaire, académique. Oui. Je pense même qu'il faut prendre beaucoup plus tôt. À un moment donné, quelqu'un évoquait il y a du LibreOffice sur les postes qui sont confiés aux collégiens par les conseils départementaux. On peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut créer des écosystèmes à partir de ce moment-là, parce que le numérique, c'est un vrai enjeu dès le collège, même avant. Pour moi, ça doit s'attaquer à ce niveau-là. Ça doit aller en plus fine aussi sur la partie académique. Et quelque part, l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, doivent pouvoir bénéficier d'efforts concertés et communs. Je pense qu'on aurait tort de se dire il faut que chacun gère son petit problème de ressources ou de compétences non disponibles. Il faut le gérer ensemble si vraiment on a une logique souveraine, au sens effectivement quasiment sociétal du terme. Finalement, quel degré de maîtrise on va avoir sur notre destinée collective. Pour moi, la souveraineté, c'est ça, quoi. Et donc l'aspect collectif et écosystème pour nous est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle en 2018 on a créé Impact AI, qui est un collectif qui regroupe, d'ailleurs dans lequel Crédit Agricole est présent, qui regroupe 85 corporates, donc à peu près la moitié du CAC 40, des ETI, des startups, des écoles, pour s'intéresser à l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, l'éducation, le travail et l'éthique. Et donc j'étais pas au début de cette matinée parce qu'aujourd'hui on rendait public notre observatoire annuel sur la manière dont les salariés, donc on a réalisé avec Via Voice un sondage représentatif de la population des salariés pour savoir finalement quels étaient les ressentis aujourd'hui. Et donc c'est assez intéressant. Donc j'ai noté sur une petite feuille quelques éléments. Donc tout d'abord, 44% des salariés considèrent que l'IA responsable est plus productif. Ils seront plus productifs avec de l'IA responsable. Autre élément important, 9% seulement des salariés connaissent les chartes éthiques dans leur entreprise au niveau de l'IA. Donc là, on voit qu'on a un aspect formation à faire de manière importante. 74... Alors ça doit être cité spontanément dans les risques IA, j'imagine. Exactement. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a à la fois une vision assez positive des salariés qui utilisent l'IA, très intéressant, ils sont très moteurs, même s'il y a une petite crainte sur l'emploi, forcément. Mais la partie éducation parmi notamment les gens qui n'utilisent pas aujourd'hui l'IA dans leur métier doit être renforcée. Et donc on a créé d'ailleurs un programme avec Simplon pour former 30 000 personnes de manière à passer ce cap. Dernier mot, il nous reste un peu moins d'une minute. Une application que vous estimez souveraine, chacun dans votre groupe, Christophe? NumSpot. NumSpot que l'on a créé avec Dassault Systèmes, La Poste et Bouygues Télécom. Alors nous, je ne vais pas pouvoir citer de nom parce que c'est encore en phase de contractualisation, mais on a beaucoup investi en fait sur la partie low-code, no-code. Et justement parce que comme c'était une thématique émergente et on croit beaucoup dans le fait que l'adoption va passer par des utilisateurs relais, chacun dans leur métier pour faire le lien entre des usages et des capacités technologiques, on a choisi ce segment-là pour faire un investissement effectivement sur des sociétés françaises en l'occurrence. Et donc là, dans les prochaines semaines, on fera quelques annonces. On va suivre tout ça. En tout cas, merci à tous les deux. Voilà, on peut vous applaudir et vous remercier d'être venus en conclusion de cette journée.